Jean-Paul Saint-André, bonjour. Bonjour. Alors vous avez présidé l'Université d'Angers pendant 4 ans, de 2012 à 2016, jusqu'au 15 février dernier, date à laquelle le conseil d'administration a élu votre successeur. Il faut dire que vous ne vous étiez pas présenté à ces élections, votre âge vous interdisant d'accomplir l'intégralité d'un second mandat. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de quitter vos fonctions ? L'état d'esprit de quelqu'un qui a passé 4 années extrêmement intenses, puisque président de l'université, c'est une tâche très lourde, c'est très intense, c'est très prenant. Pour moi, ça a occupé l'essentiel de mon temps. C'est tout à fait passionnant. Et au cours de ces 4 années, j'ai l'impression que l'université a évolué positivement, à la fois en termes de reconnaissance vis-à-vis du monde extérieur, que ce soit les collectivités, que ce soit la population, que ce soit les entreprises ou les autres établissements. Elle a évolué aussi en structurant sa recherche, elle a évolué en faisant bouger ses composantes, ses formations. Donc le sentiment, même si beaucoup de choses restent à faire, et je souhaite bon courage à mon successeur, le sentiment d'avoir rempli pour l'essentiel la tâche qui m'avait été fixée. Si on se projette un peu en arrière, il y a 4 ans, en 2012, à votre arrivée, la situation financière de l'université était critique. Tout à fait. Effectivement, nous savions que la situation était difficile. Nous avons découvert qu'elle était encore plus que ce qu'on imaginait. Et la première année a été pour l'essentiel consacrée à faire le bilan de cette situation financière et à négocier en urgence, d'abord avec le ministère et à un moindre degré avec les collectivités, mais l'aide des collectivités a été importante, un plan d'accompagnement pour compenser cette sous-dotation historique de l'Université d'Angers que personne ne comprend, mais qui est une vraie réalité. Et nous avons obtenu gain de cause, puisque le ministère a créé, nous a accompagnés par la création d'un certain nombre d'emplois, ce qui a donné des marges de manœuvre importantes, qui n'a pas comblé le retard, mais qui l'a un petit peu réduit, et qui nous a permis d'engager des vrais projets. Alors si on continue à parler argent, mais au chapitre des investissements, l'année 2015 a été celle de la négociation finale du contrat de plan État-région, un contrat qui prévoit 39 millions d'euros d'investissement immobilier ou d'équipement pour la recherche en ce qui concerne l'université d'Angers. Est-ce que ça vous satisfait ? Alors, avant de parler de l'actuel contrat de plan État-région, je pense qu'il faut revenir sur celui qui se termine, puisqu'un certain nombre de chantiers sont encore en cours. Le contrat qui se termine nous a permis de poursuivre et presque achever la restructuration de l'IUT, de poursuivre et presque achever la restructuration de la fac de médecine, d'ouvrir la maison de la recherche en végétal, ce qui est un investissement majeur pour le pôle angevin du végétal, et de finaliser les travaux du 2e bâtiment Iris, qui va permettre de regrouper tous les bâtiments de recherche en santé. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, le contrat actuel, il ne nous satisfait pas pleinement parce que les contraintes financières sont majeures. Un certain nombre d'opérations cruciales ont pu être financées, à une exception notable, qui est le financement de la restructuration de la fac de lettres, pour lequel les financements sont très insuffisants. Le président du conseil régional récemment élu s'est engagé à tenter de renégocier le contrat. J'espère qu'il va y arriver et on fera en sorte, j'en suis sûr, que si c'est le cas, la fac de lettres puisse être mieux financée. Et en ce qui concerne la recherche, ma première préoccupation, c'est que les engagements de l'État soient effectivement tenus, ce qui aujourd'hui, sur les premiers crédits ouverts, n'est pas tout à fait le cas, donc il va falloir être très vigilant là-dessus. Alors si on revient encore sur l'année 2015, c'est celle qui a vu aboutir plusieurs grands dossiers qui ont été ouverts sous votre mandat. En termes de formation, par exemple, on peut citer Pluripass. Donc le plus emblématique, c'est en effet Pluripass, alternative à la première année commune des études de santé, qui est une espèce de révolution dans l'organisation des études de santé en France,
dont nous sommes très fiers. D'abord parce qu'on passe d'une sélection par l'échec à un parcours de réussite pour les étudiants, et aussi parce que c'est quelque chose qui implique la quasi-totalité des composantes de l'université. Ce n'est pas un projet de la faculté de médecine, c'est un projet de l'université, avec une participation de la plupart des composantes, et aussi d'un certain nombre d'écoles partenaires, et bien entendu de l'Université du Maine qui travaille avec nous depuis le début sur ce projet. Donc ça, on en est vraiment très fiers, et il est possible qu'on annonce bientôt que cette expérimentation soit susceptible de faire école. Vous parliez de la faculté de médecine qui a disparu il y a quelques mois, c'est tout récent. Aujourd'hui, on parle d'UFR Santé parce que là aussi, 2015 a été une année de changement au niveau de l'organisation. Tout à fait. Mais là, il y a une conjonction de circonstances qui a conduit les acteurs de la médecine et de la pharmacie à faire cette proposition d'une UFR Santé. La première chose, c'est le fait que les acteurs travaillent ensemble sur des projets de façon croissante depuis plusieurs années, le dernier exemple étant en effet Pluripass. L'autre chose, c'est un des autres grands projets qui ont été conduits, c'est la transformation de l'ISTIA en école d'ingénieurs avec plusieurs spécialités, dont une spécialité qui était portée par l'ISBA et que donc qui intègre l'ISTIA. Et du coup, un département de pharmacie qui se retrouve un peu isolé, ce qui a conduit les acteurs de médecine et de pharmacie à travailler ensemble. Et effectivement, cette structure UFR Santé nous semble être la structure pertinente pour franchir une étape supplémentaire, qui est l'accueil d'un certain nombre de formations paramédicales qui aujourd'hui sont hors de l'université, qui devraient y rentrer, en tout cas c'est la volonté des acteurs des formations, et l'UFR Santé est sans doute l'outil pour le faire. Et là aussi, nous sommes les seuls en France à avoir fait ça à ce jour, mais je pense que ça servira de modèle. Un autre dossier qui a abouti en 2015, c'est le déménagement du département génie mécanique et productique, un rapprochement avec l'ENSAM. Tout à fait. Le département génie mécanique et productique qui était à Cholet, sur le campus de Cholet depuis sa création il y a une vingtaine d'années, pour nous c'était une préoccupation parce que génie mécanique, c'est un département qui offre beaucoup de débouchés aux étudiants, il y a des vrais besoins dans l'industrie, et on n'arrivait pas à faire le plein, à tel point qu'on était inquiet sur son devenir. Et la qualité de la relation qu'on a avec l'ENSAM, avec l'École des Arts et Métiers, fait que nous avons pu travailler ensemble sur une relocalisation du département génie mécanique dans les locaux de l'ENSAM, ce qui veut dire mutualisation d'un certain nombre d'équipements, collaboration dans les enseignements et aussi montage en commun d'une formation qui va pouvoir conduire certains des étudiants à un diplôme de niveau Bac+3 et quelques-uns d'entre eux à pouvoir intégrer l'école d'ingénieurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers avec nos partenaires. Et du coup, dès la rentrée, le département génie mécanique a fait le plein. On sent une volonté peut-être de tisser des liens avec le monde extérieur, sortir de l'université. Il faut se souvenir qu'Angers, c'est une ville qui a un des plus forts taux d'étudiants par habitant, avec près de 35 000 étudiants à Angers pour une population de l'agglomération de 280 000 habitants, c'est considérable. Ces étudiants-là, ils ne sont pas tous à l'université. En revanche, ils sont tous étudiants sur le site d'Angers. Donc, au début de mon mandat, j'ai rencontré tous les chefs d'établissement d'enseignement supérieur d'Angers. On a travaillé avec les responsables de l'agglomération de l'époque, et ça a été repris par la nouvelle équipe, pour justement créer une structure de rencontre, de dialogue et de montage de projets communs, qui est Angéloire Campus, qui a vu le jour en 2014, qui permet de développer des projets en ce qui concerne la vie étudiante, mais aussi en ce qui concerne la formation et la recherche. Et donc l'université s'ouvre aux autres établissements, s'ouvre au monde économique. C'est en particulier notre relation avec la Chambre de commerce et d'industrie, c'est WeForge, c'est l'entrepreneuriat, ce sont les forums des métiers que nous organisons régulièrement,
Et c'est tout ceci qui fait que l'université fait partie de la ville et que du coup, l'élection de mon successeur a pu faire la une de la presse, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Parlons de la recherche à présent, si vous voulez bien. Quel bilan tirez-vous de ces 4 années en termes de moyens, en termes de projets? Pendant longtemps, l'Université d'Angers a été connue surtout pour la qualité de ses formations. On ne reviendra pas là-dessus, mais le taux de réussite en licence de l'Université d'Angers, c'est quand même quelque chose d'important. On est au premier rang. Les licences professionnelles de l'Université d'Angers, c'est important. La recherche était un peu en retrait depuis quelques années, et on a poursuivi cet effort. La recherche s'est structurée en 5 grands pôles thématiques. Les 2 précédents CPER nous ont permis de disposer de locaux de recherche qui sont parfaitement adaptés, qui sont attractifs. Et nous avons poursuivi donc la structuration en renforçant nos liens avec les grands organismes de recherche, que ce soit le CNRS, l'INSERM pour la santé, l'INRA pour la partie agro. Et tout ceci nous a conduit à réduire le nombre de nos équipes de recherche et à favoriser systématiquement le partenariat par ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche avec les organismes de recherche, que ce soit en propre, entre l'Université d'Angers et un organisme, ou bien dans le cadre d'unités mixtes plurisites avec d'autres universités partenaires, parce que l'Ouest est ce qu'il est, l'Ouest fonctionne en réseau, et une des forces du Grand Ouest, c'est d'être capable de travailler en commun sur plusieurs sites. Et on a accompagné cette structuration par des financements supplémentaires, en particulier de contrats doctoraux, des appels à projets internes, et en accompagnant les porteurs de projets sur des grands projets régionaux qui nous ont permis d'avancer dans cette structuration. Vous parliez du Grand Ouest, ça fait un écho tout particulier avec la mise en place de la COMU, la communauté d'universités et d'établissements qui est née en janvier dernier, l'Université Bretagne-Loire. Qu'en attendez-vous? Alors, l'Université Bretagne-Loire, effectivement, c'est un grand projet dont l'objectif et de rendre l'enseignement supérieur et la recherche du Grand Ouest, qui souffre d'un défaut de concentration et donc d'un défaut de visibilité, en particulier à l'international, plus visible et plus attractif. Ça, c'est un objectif qu'on partage tous, mais qu'on ne peut atteindre qu'en tenant compte de la spécificité du Grand Ouest, qui est par ailleurs son fonctionnement en réseau. Donc la COMU, elle est fondée sur ces principes-là. Sur la COMU, il y a 2 sites majeurs qui sont Rennes et Nantes, et il y a d'autres sites, dont Angers fait partie, qui doivent tenir toute leur place. Et donc, toute la phase préparatoire de mise en place de la COMU a été faite de discussions qui ont visé à tenir compte de ces spécificités. Et nous, pour être encore plus reconnus dans la COMU, nous pensons qu'à ce stade de la structuration de nos universités et de la COMU, il est essentiel que l'Université d'Angers et l'Université du Maine, du Mans, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, on parlait tout à l'heure de Pluripass, qui est un projet commun, se rapprochent pour renforcer leur structuration, renforcer leur partenariat. Est-ce que ça conduira jusqu'à la fusion? C'est quelque chose qui est évoqué, qui est possible, mais en tout cas, qu'il y ait un grand pôle universitaire dans l'est de la COMU, ça nous paraît essentiel pour être pleinement reconnu en tant qu'université de plein exercice, et je pense que ce rapprochement est l'outil pour y arriver. Les 4 ans s'achèvent. Est-ce qu'au cours de ce mandat, vous avez des regrets, des choses qui ne sont pas allées à son terme, que vous auriez aimé faire? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le fait d'avoir été extrêmement occupé par les questions financières ont pu nous conduire à négliger certains aspects de la vie universitaire, certaines difficultés personnelles qui sont liées au sous-encadrement de l'université. C'est vrai qu'on s'est battu pour obtenir des moyens.
qu'on en a obtenu, mais que leur mise en œuvre n'a pas permis de combler tous les déficits, et on est parfaitement conscient de ça, et des difficultés que rencontrent certains personnels. On n'a sans doute pas tout à fait réussi non plus à faire en sorte que les étudiants se sentent aussi pleinement impliqués dans la vie de l'université qu'ils le devraient, et le taux de participation des étudiants aux élections en est un témoignage, même si on sait que c'est très compliqué. On pense qu'il y a tout un travail de structuration de nos relations internationales qui est à poursuivre, qui a été entamé, mais la coordination, formation, recherche à l'international, ce sont des choses sur lesquelles on n'a sans doute pas assez travaillé, et j'espère que ce sera un chantier prioritaire pour la prochaine équipe. Et puis on pourrait citer d'autres chantiers, mais ça fait un bon programme pour l'équipe qui va se mettre en place. D'un point de vue personnel, il y a un moment fort dans ces 4 ans, quelque chose qui vous a vraiment marqué? Oui, je pense, oui. Bon, je ne parlerai pas du jour de l'élection, qui est un moment qui est tout à fait émouvant à titre personnel, même si je me souviens très bien d'avoir dit le jour de la passation de pouvoir avec Daniel Martina que le changement de président devait être pour l'université un non-événement. Je pense que ça doit être vrai pour l'université, pour les 2 personnes concernées, ça n'est pas du tout le cas. Et puis, le très bon souvenir, il se décline en plusieurs dates. C'est le Campus Day. Le Campus Day qu'on a mis en place donc progressivement en 2012-2013, qui a trouvé son plein épanouissement en 2014-2015, où on voit toute l'université, les étudiants, les enseignants-chercheurs, tous les personnels qui sont ensemble et qui font la fête ensemble. Et là, on sent que l'université, c'est une communauté vivante, accueillante, à laquelle il fait bon vivre. Et être président de cette communauté, c'est une grande fierté, c'est très agréable.